La résolution de la déclaration des représentants du Parlement est approuvée, 70 pour, 10 contre et 2 votes en blanc. La menace a donc été mise à exécution. Le suspense n'est plus et pourtant rien n'est plus incertain pour l'avenir. Une terre inconnue que cette situation qui semble désormais inextricable. Où va la Catalogne? Y va-t-elle réellement sans l'Espagne? Bonsoir Zoraida Carandel. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes professeur à Nanterre, spécialiste de l'Espagne contemporaine. Face à vous, il y a Mathieu Petithomme, politologue et auteur également de Contester en Espagne, crise démocratique et mouvements sociaux. C'est paru chez Démopolis dans la collection Quero. Alexandre Delval, géopolitologue, professeur à l'IPAC Paris et à Subdeco et auteur des Vrais ennemis de l'Occident, paru aux éditions de l'Artilleur. Et puis Harold Iman, notre spécialiste des questions internationales, est resté également sur le plateau. Merci à tous les quatre. Alors, les indépendantistes avaient prévenu, ils l'ont fait, mais avant même que l'article 155 soit approuvé par le Sénat, ce qui veut dire que le scénario longtemps envisagé a eu lieu, mais pas tout à fait d'ailleurs dans l'ordre prévu. Enfin, le résultat est le même. Une partie de la Catalogne se croit indépendante ce soir. Madrid, au contraire, estime qu'elle n'a plus les pleins pouvoirs et donc la mise sous tutelle est en vigueur. Est-ce que vous êtes surpris, abasourdi, circonspect? Que faut-il en penser ce soir, Zoraida Carandel? Non, surprise non, mais c'est vrai qu'on peut être déçu parce qu'il y avait eu un certain nombre d'appels à la médiation dans les jours qui précèdent. Hier, de la part du Parti nationaliste basque, également de certains secteurs du gouvernement catalan qui étaient hostiles à la déclaration d'indépendance. Et évidemment, voir à la fois l'application de l'article 155 et en même temps cette proclamation qui a été faite, cette résolution d'implanter une république démocratique catalane est évidemment une triste nouvelle, oui. Alexandre Delval, votre premier sentiment sur ce jusqu'au boutisme des uns et des autres? Je pense que Puigdemont a raté une occasion formidable de redonner une légitimité à ce socle indépendantiste, parce que s'il avait accepté les élections qu'il a refusées, ce qui a provoqué, vous savez que s'il acceptait les élections, on avait trouvé un accord, oui. Il y a eu des tractations pour suspendre l'article 155, son application. En refusant ces élections, il a enlevé la dernière chance. C'est lui qui, en fait, il prétend toujours vouloir dialoguer, mais c'est lui qui a finalement fermé la porte au dialogue. Et il a préféré son ambition personnelle ou céder au chantage de son aile extrémiste plutôt que de réussir de saisir une occasion de relégitimation. Parce que si les élections avaient eu lieu, elles auraient été avalisées par les deux camps. Et là, alors peut-être qu'il avait peur du verdict des urnes, mais on aurait pu savoir vraiment, dans des élections acceptées, surveillées, dans les normes, parce que là, il y a eu beaucoup de trafic. Les dernières élections, vous savez, c'était de la rigolade. C'est l'équivalent d'élections qu'on a dans certains pays d'Amérique latine, peu aux normes, et voire ailleurs. Donc, c'est vraiment extrêmement triste, c'est regrettable pour tout le monde. Mathieu Petithomme, qui a la main ce soir réellement ? Alors, je peux juste pour dire quand même, par rapport aux dernières élections, donc il y a une petite erreur factuelle, c'est-à-dire le référendum qui a eu lieu au 1er octobre, oui, on peut dire que c'est un référendum qui était en marge de la légalité, mais les dernières élections qui ont eu lieu en Catalogne... Moi, je parlais du référendum. Voilà, en septembre 2015, étaient des élections tout à fait acceptables, de fait avec une très grande participation, plus de 75% de participation, et qui avait donné un Parlement divisé où les indépendantistes ont une majorité en nombre de sièges, même s'ils ne sont pas une majorité en nombre de voix. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a une situation de crise politique qui continue. Alors en effet, on peut dire qu'il y a un jusqu'au-boutisme de Carles Puigdemont, je suis d'accord avec ça, c'est-à-dire que dans sa stratégie, lui, il a une stratégie claire, qui est la désobéissance civile d'une certaine manière, il se place un petit peu en marge de la loi, il avance ses pions, mais d'autre part, on peut aussi critiquer la stratégie de Mariano Rajoy, parce que certes, il applique l'article 155, il est dans son droit pour faire respecter la Constitution de 1978, mettre fin à une dérive juridique et une instabilité juridique. Pour autant, il n'a fait que cela. On ne l'a pas entendu dire, tiens, on va ouvrir un débat sur la Constitution de 1978, on va ouvrir un débat sur l'état des autonomies, on va ouvrir un débat sur une fiscalité pour la Catalogne. Pour l'instant, il n'arme que le bras répressif. Mais il ne pouvait pas, puisque son interlocuteur ne voulait débattre que des termes de l'indépendance. Moi, je pense où est le débat avec quelqu'un qui... Alors, il y a quand même... Moi, je pense qu'on a un dialogue de sourds d'un côté comme de l'autre. Mais Mariano Rajoy a malgré tout une responsabilité politique quand même, parce que dans ce qu'il fait, par exemple, sur l'article 155, il va quand même assez loin. Certes, il suspend l'autonomie, il fait entrer la démission de Carles Puigdemont, mais ça va aussi plus loin. Ce soir, par exemple, il a dit qu'il allait fermer les délégations de la Catalogne à l'étranger, comme en France, par exemple. Mais est-ce que ça ne reste pas des mesures à la marge,
Harold Iman. On ne s'attendait pas peut-être à un train de mesures qui serait un peu plus concret, un peu plus appliqué au quotidien? C'était le minimum syndical absolu, je pense. De destituer tout le gouvernement, les 2-3 délégués internationaux et guère plus. Donc c'était une façon presque légère et il galope vers les élections dans 54 jours, et c'est là qu'il espère retourner la situation, que les unionistes reviendraient. Vous n'êtes pas d'accord, mais c'est vrai qu'on avait quand même évoqué la possibilité de reprendre le contrôle des médias, de bloquer tous les financements. Il essaie de temporiser. Le contrôle des forces sécuritaires. Ce qui est le minimum, ces médias sont des médias, moi je suis souvent de propagande, c'est de la propagande, je dirais même de la propagande fanatique. En plus, irrédentistes qui essaient de transmettre ce virus dans la région de Valence jusqu'à Alicante, jusqu'au Baléares. Ce sont des médias totalement fanatisés. Donc ça ne serait qu'un qui fanatisent des gens chaque jour, y compris des non-catalans. Ils les rendent plus catalans que les Catalans. Alors là, sur certains éléments, je ne suis pas du tout d'accord. Tout simplement parce que, par exemple, le Parti socialiste espagnol avait soutenu Mariano Rajoy dans sa démarche pour une intervention chirurgicale qui, au début, devait être la démission de Carles Puigdemont, la démission de ses conseillers. C'est vrai que ça faisait partie des termes de l'accord. Mais là, on ne parle pas du tout de ça. On parle de ça, plus reprendre le contrôle des administrations catalanes, plus reprendre le contrôle de la police, les Mossos d'Esquadra. Ce qui est le minimum. Les Mossos d'Esquadra ont désobéi. Ils ont désobéi à Madrid. Ils ont même détruit les documents hier soir. Vous êtes au courant? Ils ont brûlé plein de documents hier soir pour ne pas être enquêtés. Mais les Mossos sont totalement en illégalité. Excuse, en démocratie aussi, débattons chacun en s'écoutant. Alors, je finis mon propos. Donc, il y a la question de la télévision. Et ce soir, on a réintroduit un nouvel élément qui est les délégations de la Catalogne à l'étranger. Alors, en effet, on peut être d'accord avec ça ou pas. Mais simplement, ce que l'on doit dire quand même, c'est que c'est un positionnement politique fort. Et la question que je dois dire, moi, en tant que politologue, je m'excuse, c'est pas de dire s'il a raison ou pas de le faire. Je pense que juridiquement, il peut le faire. La question, c'est de savoir, est-ce que ça va permettre d'arriver à ce qu'il veut faire, c'est-à-dire convaincre les Catalans de revenir à la raison. Et moi, ce que je dis, c'est que je pense que non, parce qu'on est dans une spirale de la confrontation et que les groupes minoritaires ont justement tendance, et les Catalans le font tout le temps, à la victimisation, à mettre en avant une propagande. Regardez, on est opprimé par Madrid. Et en obligeant les journalistes, en les mettant sous tutelle, je ne suis pas certain que ça va ramener les gens à la raison. Et au contraire, je pense que ça crée une hystérisation du débat. Zoreda Carandel. Mettre sous tutelle les journalistes, ce n'est pas encore fait. Alors il y aura beaucoup de réticences pour appliquer des mesures sur la télévision publique catalane. En particulier, les socialistes ont fait savoir qu'ils s'opposeraient à vraiment une mainmise sur la télévision publique catalane. Alors je crois pour ma part aussi que Rajoy doit également considérer quels sont ses alliés dans le Parlement espagnol, parce qu'il y a la situation en Catalogne, mais il y a également la situation en Espagne. Et là, il y a un accord politique qui est consolidé par une solution dont personne ne voulait, qui est l'application du 155, qui est l'accord politique entre les partis de droite et de centre-droit et le Parti socialiste. Le Parti socialiste avait fait hier un certain nombre d'actions, y compris le Parti socialiste catalan, à travers Miquel Iceta, pour proposer même à Puigdemont de l'accompagner au Sénat, de représenter avec lui les intérêts des Catalans. Ces propositions n'ont pas été écoutées et de fait, ce matin, les socialistes ont retiré leur amendement. Puisqu'on parle de l'aspect politique et constitutionnel, il y a quand même un élément nouveau, c'est cette fameuse date du 21 décembre dont on n'avait pas du tout eu connaissance jusqu'ici. Rajoy l'a annoncé ce soir. C'est un délai assez court, il y a forcément une stratégie derrière. Oui, alors là, à mon sens, c'est là on pourrait dire que c'est un élément qui, si on défend la stratégie de Mariano Rajoy, là, il essaie de reprendre la main et je trouve c'est bien. De son point de vue. Parce que faire des élections dans 6 mois, c'est un problème. Il y a une incertitude qui va durer énormément de temps. Donc lui, il a intérêt à ce que ces élections aient lieu le plus rapidement possible. Mais qu'est-ce qui pourrait en sortir en sa faveur? Le problème, c'est ça, c'est qu'il y a une grande incertitude. Et moi, ce que j'essaye de dire, et je le pense, je peux me tromper, mais mon point de vue, c'est que la confrontation sert à la fois le Parti populaire, mais sert à la fois les indépendantistes. Et en fait, tous ceux qui sont au milieu, par exemple, le Parti socialiste, moi je fais le pari, je le dis ici, que dans les prochaines élections, ils vont quasiment disparaître de la carte en Catalogne. De même, Podem, qui a une position intermédiaire, entre guillemets, ils vont être pénalisés par cette confrontation. Parce qu'en fait, les indépendantistes, eux, ils vont activer leur propagande en disant, vous voyez, on est oppressé, etc. Donc en fait, ça va polariser l'élection, si bien qu'on pourrait très bien avoir le même résultat qu'il y a 2 ans au final. C'est-à-dire une société divisée 50-50. Et que pourraient faire les indépendantistes avant même la date du 21 décembre pour tenter de reprendre la main?
Tout ce qu'ils vont pouvoir faire, c'est leur stratégie initiale qui n'est pas inefficace, il faut reconnaître, c'est de se victimiser. Et ils le disent eux-mêmes, moi j'en ai rencontré qui nous le disent. Récemment, je parlais avec quelqu'un qui me disait on va attendre qu'ils nous répriment. Ils sont tombés dans le piège le 1er octobre, ils vont encore tomber dans le piège et on va pouvoir les accuser. Et là, on pourra être appelé à témoignage en renfort les nations qui pour l'instant sont réticentes, qui sont solidaires des autres souverainetés et qui fassent, vous savez, de nos jours, quand on montre quelqu'un qui est réprimé, la violence, c'est la base de notre société aujourd'hui en Occident, la violence d'État n'est plus acceptée. On accepte toutes les violences des casseurs, des mouvements rebelles, des révolutionnaires, mais la violence de l'État régalien, c'est la seule qui ne soit pas acceptée. Donc ils vont tomber dans le piège. Ça, c'est vrai que la situation va pourrir. Moi, je prédis un chaos. Pas un chaos, une guerre civile comme la guerre civile espagnole. Je prédis même une dérive violente, malgré ce que dit M. Puigdemont. Lui, il est peut-être pacifique, mais il a une aile qui n'est pas du tout pacifique. L'aile autour de la coupe et du mouvement Arran, c'est des gens proches du Black Bloc. Et c'est celle qui pourrait émerger d'ici au 21 décembre. Mais ils sont prêts, ils s'entraînent, ils sont prêts. Ils ont déjà fait des sabotages cet été contre des touristes, ils ont pris des bateaux, ils ont saccagé les sièges du Parti Socialiste, du Parti Populaire et de Ciudadanos. Ils ont déjà fait des faits violents. Il y a une aile violente. L'autre inconnu aussi, allez-y, répondez à ça. Que cette aile violente, bien sûr, elle peut exister, mais elle est très minoritaire. Et ce qui est possible, enfin, en tout cas, c'est ce que semblent indiquer les sondages de El Periódico fait ce dimanche dernier, c'est que le parti de Puigdemont, qui est quand même un parti qui vient de Convergencia i Unió, de l'ancienne Convergencia i Unió, ensuite devenu Convergencia Democrática, qui a dû renoncer à son nom en raison de terribles problèmes de corruption. Ce parti, c'est un parti qui regroupe le centre-droit catalan. Donc les soutiens du centre-droit s'effritent et c'est le parti de Puigdemont qui risque de disparaître au bénéfice de partis plus radicaux, républicain. Et là, ça ne va pas arranger les affaires de Rajoy, bien évidemment. Votre réponse, et puis j'aimerais qu'on parle aussi du rôle que pourraient jouer les Mossos à l'avenir. Ces éléments-là, alors je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et par exemple, dans le jeu entre les indépendantistes, si on fait un petit peu de pédagogie pour être spectateurs, il y a 3 pôles politiques. Il y a la CUP, qui est l'extrême gauche, qui sont quand même très minoritaires, mais qui jouent un jeu de chantage, c'est-à-dire pour permettre de faire des majorités, et puis qui ont un rôle par la désobéissance civile dans des mobilisations dans la rue. Mais eux, ils sont quand même assez minoritaires. Après, il y a le parti, en effet, le PD4, qui est le nationalisme historique, en fait, et qui est celui qui, justement, avait un caractère intégrateur, si vous voulez, pour négocier tout en restant dans l'État central. Le problème, c'est que depuis une dizaine d'années, on a le parti Esquerra Republicana de Catalunya, qui est, lui, clairement indépendantiste et de gauche, et qui a tendance à prendre le dessus sur le parti démocratique de Catalogne. Et dans les prochaines élections, très vraisemblablement, c'est surtout lui qui va en tirer bénéfice. Donc autrement dit, en provoquant les élections, peut-être que demain, Rajoy va avoir un interlocuteur qui sera plus Carles Puigdemont, le PD4, le parti de Jordi Pujol, mais des gens encore plus indépendantistes. Alors ça, c'est un risque. J'aimerais qu'on arrête un petit peu avec l'aspect purement politique et constitutionnel, parce que c'est vrai que certains ne s'y retrouvent pas forcément, et qu'on parle, vous abordiez l'aspect répression. Est-ce qu'on peut imaginer que les fameuses Mossos prennent fait et cause pour le Parlement catalan dissous par Madrid aujourd'hui et pour la République catalane indépendante, ou bien est-ce qu'ils vont rentrer dans le giron madrilène, Harold ? Moi, je pense qu'ils vont se scinder, tout simplement. Ils sont partagés déjà dans les sondages. Hein. Oui, et dans la rue, j'ai espionné une petite conversation entre 4 Mossos il y a 3 semaines. Et il y en a un qui parlait catalan et l'autre qui répondait en castillan. Donc, on me dit que c'est très courant. Et voilà, c'est déjà assez funky. Et ils ont commencé à deviser sur tout ceci. Et ils ont conclu sur la guerre. Il y aura une guerre. Ah oui, il y aura une guerre. C'est vraiment aussi... on aborde la question aussi philosophiquement que ça. Il y a une loi que l'histoire démontre. C'est que quand il y a un enseignement du mépris, de la haine, ou même tout simplement de la paranoïa, du victimisme absolu, où on diabolise foncièrement l'autre parce qu'il est l'autre, ça débouche toujours sur une forme de violence. Il ne faut pas croire que des gens peuvent être totalement pacifiques avec un discours mais ça, c'est terrible, constamment. Mais c'est évident. C'est évident. Comment l'Espagne, comment l'État espagnol pourra-t-il appliquer cet article 155 sans utiliser un minimum de violence? C'est totalement impossible. On a en face des gens qui n'attendent que la répression et qui vont tout faire pour la provoquer. J'ajouterais que le 1er octobre, on a retrouvé des photos de gens ensanglantés qui dataient de 2012 et qui ont été présentées par les indépendantistes comme des photos du 1er octobre. 2012, il suffit de cliquer sur Internet pour retrouver des photos de 2012. On a des gens qui ont étudié sciemment leur poussée aux extrêmes. Zorella Carandel, sur cet aspect vraiment de la répression des rues,
Moi, je ne crois pas à un conflit civil. Je pense que c'est des mots que l'on peut employer comme ça parce que ça a un effet impressionnant. Mais je pense que la guerre plus d'image se substitue au conflit civil. C'est davantage, je crois, beaucoup plus probable des choses, des processus comme l'utilisation d'images truquées ou de conversations truquées ou des effets d'annonce. Donc il va y avoir beaucoup de bluff et beaucoup de... Moi, je pense qu'on ne se rend pas compte de ce qui se passe. Un tout petit témoignage. Un de mes amis s'est fait casser la figure par une dizaine de personnes devant les Mossos parce c'était juste avant l'interdiction des corridas à Barcelone, parce qu'il se rendait à une corrida et les manifestants anti-corrida l'ont entendu dire « Vive la corrida », il s'est fait frapper par 10 personnes devant les Mossos. Et quand il a insulté les gens après avoir été frappé, parce que bien sûr il était énervé, c'est lui qui a été diabolisé parce qu'on l'a filmé. Ceux qui l'ont frappé l'avaient filmé et ça a été passé à la télévision catalane. Ça, c'est des faits réels. Il faut quand même que les gens sachent. Est-ce que dans les familles, on est amené à se déchirer autour de cette question aujourd'hui ? Juste pour dire, sans aller dans l'outrance ou l'extrémisme, etc., par exemple, sur la télévision, en effet, on peut dire qu'ils font de la propagande, on le sait, il y a une utilisation politique des médias, mais elle n'est pas propre aux indépendantistes. On a reproché au Parti populaire d'utiliser la télévision madrilène en faisant la même chose. Donc, on peut trouver des arguments des deux côtés. Alors, ce qu'il faut dire concrètement par rapport à la police, la garde civile, la Guardia civile, est très clairement nationaliste espagnole. C'est très clair. C'est pour ça qu'elle est stigmatisée. Ça représente combien de forces à peu près ? Ça représente la force qui va devenir majoritaire puisque c'est eux qui vont avoir le pouvoir policier après. Mais par rapport aux Mossos, en ratio. En ratio, ça va être les gens ne savent pas ça. Évidemment, on va amener des gens d'autres provinces espagnoles. C'est 16 000 Mossos et 10 000 policiers nationaux plus. Donc si les Mossos sont partagés, on va dire que ça peut être à peu près. Et après, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a une stigmatisation forte des Guardias civiles dans la société catalane. Je pense que quiconque connaît la Catalogne ne peut pas nier. Et par ailleurs, sur les Mossos, quel est leur point de vue ? À mon sens, je donne mon point de vue, mais ils en ont marre des élites politiques. Les Mossos, vous savez ce qu'ils pensent ? Ils en ont marre de toutes ces élites. Parce que, comme on l'a dit, ils sont divisés, parce qu'ils représentent en fait un corps échantillon de la régionaliste. Et régionaliste, très clairement, ils défendent plutôt l'autonomie de la région catalane, mais ils ne sont pas majoritairement indépendantistes. En fait, ils en ont marre parce que, d'une certaine manière, ils voudraient pouvoir faire leur rôle, c'est-à-dire protéger la société catalane, sans aller emprisonner leur propre président et sans aller réprimer les autres. Le problème, c'est que le conflit politique, là, les met dans une situation très mauvaise, qui est la même que celle de l'ensemble des familles Je ne pense pas qu'on puisse dire « il », parce que ça dépend si on parle du type de base qui est d'origine catalane ou pas, mais les cadres des Mossos, on a la preuve aujourd'hui qu'ils ont totalement désobéi aux ordres de Madrid. Vous savez que Rajoy, jusqu'à la veille du 1er octobre, il sous-estimait ce qui se passait, il pensait qu'il y aurait 3 ou 4 bureaux de vote uniquement qui seraient ouverts, parce qu'il avait fait confiance aux Mossos qui l'ont totalement trompé. Les cadres ont sciemment et délibérément refusé d'obéir. C'est un cas de déloyauté. Et ils ont brûlé des documents hier soir, on en parle en Espagne, justement pour empêcher des enquêtes. Enfin, encore une fois, l'Union européenne n'a pas été force de proposition. Est-ce que, d'une certaine manière, elle a compris que c'était la fin de la partie, en ne reconnaissant pas du tout l'indépendance catalane, en se disant, ça n'ira pas plus loin, cette affaire... Tout le monde a peur de l'effet domino, c'est ça, c'est le seul problème. Aussi parce que les nationalistes catalans défendent l'idée selon laquelle l'Europe des pays doit être remplacée par une Europe des régions, où ce sont les régions qui doivent... Donc il y a une dimension, un certain prosélytisme de cette vision de l'indépendance. Mais ils ont une espèce de contradiction interne, parce qu'ils veulent une Europe des régions, mais ils veulent être un État-nation. Donc en fait, ils utilisent le régionalisme exacerbé pour monter sur l'estrade. Très vite, ce sera le mot de la fin, c'est tout le temps qui nous reste. Tout ça, en final, c'est un débat politique. Et le problème, c'est qu'on est devant un débat de sourds. Parce qu'on peut toujours trouver des arguments qui nous concernent. Regardons par exemple sur l'Europe. Bien évidemment, elle ne va pas être favorable à cet indépendantisme. Mais en même temps, il y a des référendums aussi, comme en Écosse, qui ont lieu pactés entre l'État central. Dans un cadre légal. Voilà, dans un cadre légal. Donc on peut toujours tirer la couverture là où on a envie. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on est vraiment dans une situation de crise politique où c'est la polarisation qui l'emporte, les émotions. Et ça devient un petit peu dangereux. Est-ce qu'on peut imaginer, toute dernière question, mais vraiment vous me répondez par oui ou non, que Madrid décide d'organiser un référendum en Espagne pour dire est-ce que oui ou non on peut autoriser un référendum des Catalans ? Madrid le fera avec les Espagnols, avec la participation de l'ensemble de la société espagnole. Voilà, on y a pensé, mais le problème c'est que ça va être considéré comme totalement illégitime pour les Catalans, et là ce serait relativement... Et dernier mot, parce que c'est vraiment la fin. Non, lui il fait de la politique par rapport à son électorat, donc il ne le fera pas, mais s'il est acculé par des violences ou autres, il peut être amené à... Oui, non. Mais sinon, non. Inenvisageable. Merci à tous d'avoir participé à cette conversation, à ce débat. On se retrouve dans un instant pour le reste de l'actu avec Éric Morillo.